Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans La publicité scientifique de Claude Clarence Hopkins, un ouvrage incontournable qui a révolutionné l'art de communiquer et de vendre. Présenté par Les Rares Livres. Introduction. Qu'est-ce qui fait réellement le succès d'une publicité? Est-ce l'éclat d'une idée brillante, jaillie de l'imagination d'un créatif? Est-ce l'originalité d'une image marquante ou le jeu de mots qui frappe l'esprit? Claude C. Hopkins, l'un des pionniers les plus influents de l'histoire de la publicité, a répondu à cette question d'une manière radicalement différente de son époque. La publicité n'est pas un art vague, mais une science rigoureuse. Son ouvrage majeur, Scientific Advertising, publié en 1923, a bouleversé la manière dont les entreprises et les publicitaires concevaient leur métier. Et il continue encore aujourd'hui à inspirer des générations entières de marketeurs et d'entrepreneurs. Claude C. Hopkins n'était pas un simple rédacteur publicitaire, il était un stratège, un observateur méticuleux du comportement humain et un visionnaire capable de transformer la publicité en une véritable machine à vendre. Né à une époque où la publicité commençait à se démocratiser grâce aux journaux et aux affiches, il a compris très tôt que l'instinct et le talent créatif ne suffisaient pas à garantir le succès. Pour lui, chaque annonce devait être traitée comme une expérience scientifique, avec des hypothèses, des tests, des résultats mesurés et des conclusions précises. C'est cette approche méthodique qui a fait de lui l'un des publicitaires les plus respectés de son époque et surtout l'un des plus efficaces. Pour comprendre la portée de son livre, il faut replacer son message dans le contexte historique du début du XXe siècle. L'Amérique connaissait alors une transformation économique et sociale sans précédent. L'industrialisation battait son plein, les grandes marques émergeaient, et les entreprises cherchaient à atteindre une clientèle toujours plus large, non plus seulement locale, mais nationale. La presse imprimée était le média dominant, le courrier publicitaire commençait à se répandre, et bientôt, la radio viendrait ajouter une nouvelle dimension à la communication de masse. Mais dans ce climat en pleine mutation, beaucoup de publicitaires s'appuyaient encore sur l'intuition, sur l'éclat d'une idée jugée séduisante, ou sur des slogans qui flattaient plus l'ego du créatif que les besoins réels du consommateur. Hopkins, lui, dénonçait cette approche hasardeuse et coûteuse. Dans Scientific Advertising, Claude C. Hopkins affirme avec force que la publicité doit être considérée comme une science exacte, au même titre que la chimie ou la physique. Chaque mot, chaque phrase, chaque image doit être mesurée non pas en termes d'esthétique ou d'originalité, mais en fonction de son efficacité à convaincre et à vendre. Il ne s'agit pas d'impressionner par des effets de style, mais de susciter une action concrète de la part du lecteur ou de l'auditeur. Pour Hopkins, une annonce publicitaire est avant tout un vendeur imprimé qui s'adresse directement au client avec la même clarté, la même honnêteté et la même efficacité qu'un bon commercial en face à face. Le message fondateur de son livre repose sur une idée simple et puissante. La publicité est une discipline rationnelle, où l'analyse, les tests, l'expérience et la psychologie humaine priment sur la créativité gratuite. Pour Hopkins, le consommateur n'est pas une foule anonyme à séduire par des artifices, mais une personne bien réelle avec des besoins, des désirs et des résistances. La tâche du publicitaire est de comprendre cette personne en profondeur, de parler sa langue, de répondre à ses préoccupations et de lui prouver par des faits concrets la valeur du produit proposé. Loin des promesses vagues ou des exagérations qui finissent par nuire à la confiance, Hopkins plaide pour une publicité claire, honnête, fondée sur des preuves et capable de démontrer sa rentabilité par des résultats chiffrés. En adoptant une telle vision, Claude C. Hopkins a ouvert la voie à tout ce que nous appelons aujourd'hui le marketing moderne. Les tests, A/B, l'analyse des données, le suivi des performances publicitaires, l'importance des titres accrocheurs, la nécessité de mettre en avant les bénéfices plutôt que les simples caractéristiques. Ces enseignements ont traversé les décennies et conservent une pertinence étonnante dans un monde où les médias ont changé, mais où la psychologie humaine reste la même. Ainsi, Scientific Advertising n'est pas seulement un livre sur la publicité. C'est un manuel intemporel sur la manière de communiquer efficacement avec les autres, de bâtir une relation de confiance et de transformer des mots en résultats concrets. En le lisant,
On comprend que l'art de vendre ne repose pas sur la magie d'une inspiration soudaine, mais sur la maîtrise d'une méthode précise, reproductible, et fondée sur la compréhension profonde de l'être humain. C'est ce qui fait la grandeur et l'actualité de l'œuvre de Claude C. Hopkins, et c'est pourquoi ce livre reste encore aujourd'hui une référence incontournable pour quiconque s'intéresse à l'art, ou plutôt à la science, de persuader. Chapitre 1. La publicité est une science, pas un art. Lorsque l'on prononce le mot publicité, beaucoup imaginent encore aujourd'hui des slogans percutants inventés dans l'instant, des images brillantes créées pour séduire l'œil, ou encore des campagnes spectaculaires conçues pour marquer l'imaginaire collectif. Mais dès le début du XXe siècle, Claude C. Hopkins s'est dressé contre cette vision romantique et superficielle. Pour lui, la publicité ne devait pas être considérée comme une forme d'art vouée à séduire par la beauté, mais comme une science rigoureuse, mesurable et orientée vers un but précis, vendre. Tout au long de son ouvrage Scientific Advertising, il insiste sur cette vérité fondamentale. Une publicité qui ne peut pas prouver son efficacité en chiffres concrets n'a aucune valeur. Cette position, qui peut sembler évidente aujourd'hui à l'ère du marketing digital où chaque clic et chaque conversion sont mesurés, était en réalité révolutionnaire à l'époque de Claude C. Hopkins. La majorité des publicitaires se considéraient alors comme des artistes. Ils rivalisaient de créativité pour produire des annonces frappantes, sans jamais chercher à savoir si elles donnaient de véritables résultats en termes de vente. Hopkins, lui, affirmait que le succès ne devait pas être jugé par des impressions subjectives, mais par des faits observables et quantifiables. Une publicité devait être analysée comme une expérience scientifique. Elle devait être testée, ses résultats mesurés, et les conclusions tirées devaient servir à améliorer les campagnes suivantes. Ce qui distingue un artiste d'un scientifique, c'est le rapport à la preuve. L'artiste cherche à émouvoir, à surprendre, à séduire par la nouveauté. Le scientifique, lui, cherche à démontrer. Pour Hopkins, une annonce publicitaire devait être évaluée uniquement par sa capacité à générer des ventes. Peu importait qu'elle soit esthétiquement audacieuse ou littérairement élégante, si elle ne convainquait pas le lecteur de passer à l'action, alors elle était inutile. C'est dans cette perspective que Claude C. Hopkins a transformé la publicité en un domaine fondé sur l'expérimentation et l'optimisation continue. Il affirmait que chaque campagne publicitaire devait être conçue comme un test. Par exemple, au lieu de dépenser des sommes considérables pour une grande campagne nationale sans certitude de son impact, il conseillait de commencer par une version plus modeste, lancée dans une zone limitée ou dans un journal précis, afin d'en mesurer les retombées. Si le message s'avérait efficace, il pouvait être élargi à une plus grande échelle. Si au contraire les résultats étaient faibles, alors il fallait corriger, adapter ou abandonner l'approche avant de gaspiller davantage de ressources. Cette manière de procéder, qui semble naturelle aujourd'hui, était à l'époque une véritable révolution. Claude C. Hopkins mettait aussi en garde contre l'ego des créatifs. Trop de publicitaires, disait-il, produisaient des annonces qui plaisaient aux collègues ou qui impressionnaient par leur style, mais qui échouaient dans leur véritable mission. Vendre. Pour lui, le publicitaire devait penser comme un commerçant, non comme un poète. Il devait se demander, non pas si son annonce était belle, mais si elle était persuasive. Une publicité devait être l'équivalent d'un vendeur en chair et en os, capable de convaincre un client sceptique par des arguments clairs et factuels. Elle devait répondre à une question simple. Qu'est-ce que le produit apporte réellement au consommateur et pourquoi devrait-il l'acheter maintenant plutôt que demain? Ce pragmatisme, Hopkins l'appliquait jusque dans les moindres détails. Il insistait sur l'importance du titre d'une annonce, car selon lui, c'était ce titre qui déterminait si le lecteur allait ou non poursuivre sa lecture. Un titre devait être clair, direct, informatif, et non une formule vague ou poétique. Il donnait souvent l'exemple de publicités qui échouaient parce que leur titre cherchait à être original plutôt qu'utile. Un bon titre devait annoncer sans détour le bénéfice principal du produit. Par exemple, une annonce pour un dentifrice ne devait pas se contenter d'un slogan abstrait comme « un sourire radieux », mais affirmer quelque chose de concret comme « élimine 90% des bactéries en 2 minutes ». Ce type d'énoncé mesurable et précis captait l'attention parce qu'il reposait sur des faits.
Hopkins ne se contentait pas de théorie, il expérimentait en permanence. Il comparait plusieurs versions d'une même publicité, modifiant une phrase, un prix, une image, pour voir laquelle produisait le plus de réponses. Il observait le comportement des consommateurs avec une précision quasi scientifique. Par exemple, il remarqua qu'une offre incluant un échantillon gratuit déclenchait presque toujours plus de réponses qu'une annonce sans incitation tangible. Ce n'était pas une question d'intuition, mais de constats fondés sur des milliers de tests. De cette façon, il construisait une véritable base de données empiriques sur ce qui fonctionnait et ce qui échouait. Ce travail patient d'analyse et d'ajustement montrait aussi que la publicité n'était pas un terrain pour les coups de chance. Contrairement à ce que pensaient certains, il ne suffisait pas de trouver une idée brillante pour assurer le succès. Une campagne pouvait échouer malgré une idée séduisante simplement parce qu'elle n'était pas correctement formulée ou parce qu'elle ne touchait pas le bon public. Pour Hopkins, le rôle du publicitaire était donc de réduire au maximum l'incertitude en testant, en mesurant et en améliorant sans cesse ses méthodes. Il faut souligner ici la modernité de son approche. Bien avant l'invention d'Internet, Claude C. Hopkins pratiquait ce que l'on appelle aujourd'hui l'optimisation des conversions. Il comprenait que la publicité devait être un processus vivant, évolutif, nourri par les retours réels des consommateurs. Ce qui comptait, ce n'était pas ce que pensèrent les publicitaires eux-mêmes, mais la réaction du marché. Si un message ne déclenchait pas l'acte d'achat, alors il devait être remplacé par un autre. Cette philosophie plaçait le consommateur au centre du processus et faisait de la publicité un outil de communication bidirectionnelle, où chaque campagne apportait des enseignements pour la suivante. Il est important de noter que Hopkins ne rejetait pas totalement la créativité. Il savait qu'une annonce devait capter l'attention et susciter l'intérêt. Mais il affirmait que la créativité devait toujours être au service de l'efficacité. Une publicité pouvait être imaginative, à condition que cette imagination serve à mettre en avant le bénéfice du produit et à inciter à l'achat. Dans ce sens, il établissait une hiérarchie claire. La fonction prime sur la forme. L'esthétique ne vaut que si elle renforce l'argumentation. Un autre aspect essentiel de sa démarche scientifique était la recherche de preuves. Hopkins insistait sur l'importance de démontrer ce que l'on avance. Plutôt que de faire de grandes promesses vagues, il recommandait de présenter des faits concrets, des résultats mesurables, des témoignages crédibles. Cette exigence de preuves renforçait la confiance du consommateur et réduisait son scepticisme naturel face à la publicité. Déjà à son époque, il avait compris que le public était méfiant envers les affirmations publicitaires trop grandiloquentes. La meilleure manière de convaincre n'était pas d'exagérer, mais de prouver. En agissant ainsi, Claude C. Hopkins a posé les fondations de ce que l'on appelle aujourd'hui le marketing de performance. Il a montré que la publicité ne devait pas être jugée par des prix artistiques ou des critiques favorables, mais par des chiffres. Combien de clients nouveaux? Combien de ventes générées? Quel retour sur investissement? Ce raisonnement, qui paraît évident à l'ère des plateformes numériques et du suivi précis des données, était une véritable révolution intellectuelle en 1923. L'exemple de ces campagnes le prouve. Lorsqu'il travaillait pour des marques de produits de consommation courante, il testait systématiquement plusieurs versions d'un argument avant de retenir le plus efficace. Il ne se fiait pas à son instinct, mais aux résultats observés. S'il constatait qu'un mot précis augmentait le nombre de réponses, il l'adoptait. Si une promesse semblait séduisante mais n'entraînait pas d'achat, il la rejetait. De cette manière, il construisait peu à peu une science empirique de la publicité, basée sur l'expérience réelle et non sur des théories abstraites. En fin de compte, ce premier principe de scientific advertising est une leçon universelle. La publicité n'est pas un art pour flatter la vanité des créatifs, mais une science au service des entreprises et des consommateurs. Elle doit être jugée non pas par son éclat visuel ou littéraire, mais par son efficacité mesurable. C'est cette rigueur qui a fait de Claude C. Hopkins une référence durable dans l'histoire du marketing. Et c'est cette rigueur qui reste encore aujourd'hui le fondement de toute publicité véritablement réussie. Chapitre 2. L'importance de l'étude du consommateur. Dans l'univers de la publicité, Claude C. Hopkins nous rappelle une vérité fondamentale.
Toute réussite repose sur la compréhension profonde de l'être humain. La publicité n'est pas une voix qui crie dans le vide, ni une affiche placée au hasard dans l'espoir de séduire par un simple effet visuel. Elle est, avant tout, un langage adressé à une personne précise, avec ses désirs, ses angoisses, ses rêves et ses besoins quotidiens. Celui qui néglige cette réalité commet une erreur capitale, car la publicité efficace n'existe que lorsqu'elle s'adresse directement au consommateur comme une lettre écrite à son intention personnelle. Claude C. Hopkins souligne avec force que le consommateur n'est pas une masse indistincte. Derrière chaque achat, derrière chaque réaction à une annonce, il y a un individu. Cet individu ne pense pas en termes de statistiques, mais en termes personnels. Qu'est-ce que ce produit va changer dans ma vie ? Est-ce qu'il répond à un problème que je rencontre ? Me donnera-t-il plus de confort, de sécurité ou de satisfaction ? Voilà les vraies questions que se posent les consommateurs, même s'ils ne les formulent pas toujours consciemment. La tâche du publicitaire consiste à se mettre dans la peau de ce consommateur, à comprendre ses motivations et à lui apporter des réponses claires et convaincantes. Au début du XXe siècle, beaucoup de publicitaires commettaient l'erreur de croire qu'une belle image ou un slogan poétique suffisait à captiver les foules. Ils imaginaient que la publicité était une forme d'art destinée à impressionner et à séduire par des effets de style. Mais Hopkins renverse cette idée. Il affirme que la publicité n'a de valeur que si elle s'appuie sur une étude scientifique des comportements humains. Le consommateur ne s'intéresse pas à la beauté d'une phrase, ni à l'originalité d'un visuel. Ce qui l'attire, ce sont les bénéfices concrets qu'il peut retirer d'un produit. Ainsi, comprendre le consommateur signifie d'abord étudier ses habitudes. Qu'est-ce qui motive son choix dans un magasin ? Pourquoi préfère-t-il une marque à une autre ? Est-ce le prix, la qualité, la réputation ou la promesse d'une solution immédiate à son problème ? Pour Claude C. Hopkins, chaque détail compte. L'erreur serait de supposer ou d'inventer des besoins. La tâche du publicitaire est de les observer, de les analyser et de les traduire en arguments concrets. Hopkins utilise une comparaison frappante. Il explique qu'écrire une publicité, c'est comme écrire une lettre à un ami. Lorsque nous écrivons à une personne que nous connaissons, nous adaptons notre langage à sa personnalité. Nous savons quels mots l'émouvront, quels exemples parleront à son expérience, quelles promesses éveilleront son intérêt. C'est exactement la même chose avec la publicité. Chaque annonce doit donner au lecteur l'impression qu'elle lui est destinée, comme si elle avait été rédigée pour lui seul. C'est ce sentiment de proximité, d'intimité, qui fait naître la confiance et qui pousse à l'action. Mais pour écrire une telle lettre, encore faut-il connaître son destinataire. C'est pourquoi Claude C. Hopkins insiste sur la recherche. Le publicitaire doit observer, interroger, écouter, expérimenter. Il doit pénétrer dans la psychologie du consommateur. Quels sont ses désirs secrets? Quels sont ses freins invisibles? Pourquoi hésite-t-il à acheter? Et qu'est-ce qui pourrait lever cette hésitation? Un bon annonceur ne se contente pas de présenter un produit. Il anticipe toutes les questions et toutes les objections possibles de son lecteur, et il y répond avant même qu'elles ne soient formulées. Cette vision de la publicité comme un dialogue est révolutionnaire pour l'époque. La plupart des campagnes du début du XXe siècle parlaient à tout le monde, sans distinction. Or, Hopkins démontre que parler à tout le monde, c'est en réalité ne parler à personne. La clé, c'est de cibler, de segmenter, de personnaliser. Chaque individu veut se sentir compris, et lorsqu'une publicité parvient à refléter ses pensées intérieures, alors elle devient irrésistible. Claude C. Hopkins rappelle également que les consommateurs ne sont pas dupes. Ils sont exposés à une multitude d'annonces chaque jour et ils développent une certaine méfiance face aux promesses exagérées. C'est pourquoi la connaissance du consommateur est indispensable. Elle permet de trouver le ton juste, celui qui inspire confiance. Une publicité qui exagère ou qui flatte de manière artificielle perd immédiatement toute crédibilité. En revanche, une annonce qui décrit avec précision une situation que le lecteur a déjà vécue crée une résonance émotionnelle. Le lecteur se dit « Cet annonceur me comprend. Il sait ce que je traverse. » Et c'est à ce moment précis que naît la décision d'achat. Un autre point essentiel mis en avant par Claude C. Hopkins
est que la publicité doit toujours se placer du point de vue du consommateur et non de celui de l'entreprise. Trop souvent, les marques parlent d'elles-mêmes, de leur histoire, de leur succès, de leurs innovations techniques. Mais le consommateur ne s'intéresse pas à cela. Ce qu'il veut savoir, c'est « qu'est-ce que cela m'apporte à moi ?» Une entreprise peut investir des millions dans la recherche et le développement, mais si elle n'explique pas clairement au client en quoi cela améliore son quotidien, l'investissement est inutile. Le véritable axe de communication doit toujours être centré sur le consommateur et sur les bénéfices concrets qu'il reçoit. Hopkins met aussi en garde contre une erreur fréquente, croire que l'on peut deviner ce que veulent les consommateurs sans preuve tangible. Le danger de l'intuition ou des suppositions est immense. Ce que l'on imagine être un désir fort peut en réalité être indifférent aux yeux du public. C'est pourquoi l'étude et l'observation priment. Les tests sont nécessaires. On peut proposer différentes approches publicitaires et mesurer celles qui génèrent le plus de réponses positives. Ainsi, le marché lui-même révèle ce qu'il attend et non ce que l'annonceur croit savoir. Dans cette perspective, le rôle du publicitaire devient presque celui d'un psychologue. Il doit décoder les comportements humains, comprendre les motivations inconscientes et parfois même révéler aux consommateurs des besoins qu'ils n'avaient pas encore formulés. Mais là encore, Claude C. Hopkins insiste, il ne s'agit pas de manipuler mais d'apporter une véritable réponse. Une publicité qui crée artificiellement un désir sans fondement ne tiendra pas sur le long terme. Seules celles qui s'ancrent dans la réalité des besoins humains peuvent espérer durer et bâtir une relation de confiance entre une marque et son public. En définitive, le deuxième chapitre de Scientific Advertising nous enseigne que la clé de toute communication réussie réside dans la connaissance intime du consommateur. Étudier ses comportements, ses désirs, ses objections, c'est la base indispensable de toute stratégie publicitaire. Sans cela, une campagne n'est qu'un coup de dé, une tentative hasardeuse qui a peu de chances de porter ses fruits. Avec cela, au contraire, chaque mot, chaque image, chaque promesse devient une flèche dirigée droit vers le cœur du lecteur. Claude C. Hopkins élève ainsi la publicité au rang d'une science humaine appliquée. Elle n'est pas une affaire de hasard ni de génie créatif isolé, mais une discipline méthodique qui commence toujours par une seule question. Qui est mon consommateur et comment puis-je lui parler comme à un ami? Chapitre 3. La valeur d'un titre accrocheur. Dans l'univers de la publicité, il existe une vérité fondamentale que Claude C. Hopkins, l'un des plus grands pionniers de ce domaine, n'a jamais cessé de marteler. Un titre peut faire la différence entre le succès éclatant d'une campagne et son échec total. Pour lui, le titre n'est pas un simple ornement ou une formalité destinée à introduire un texte publicitaire. C'est l'élément qui décide, dans la majorité des cas, si le message sera lu ou ignoré. Ce n'est pas un hasard si Hopkins affirmait que le titre représente près de 80% du travail de persuasion. Derrière cette affirmation se cache une observation profondément ancrée dans la psychologie humaine. Les individus sont saturés d'informations, de sollicitations, de distractions, et ils ne prêtent attention qu'à ce qui les interpelle immédiatement, souvent en une fraction de seconde. Ainsi, le rôle du titre est comparable à celui d'un guetteur qui doit arrêter le passant dans une rue bondée et l'amener à tendre l'oreille. Claude C. Hopkins savait mieux que quiconque que chaque mot compte, que chaque nuance a son importance et que le choix des termes n'est jamais anodin. Il ne s'agit pas simplement de faire joli, mais de déclencher une réaction émotionnelle assez forte pour pousser le lecteur à continuer. Ce point est capital. Une publicité, aussi brillante et convaincante soit-elle, ne servira à rien si personne ne prend le temps de la lire. Et la porte d'entrée vers cette lecture, c'est le titre. C'est lui qui crée le premier contact entre l'annonceur et le consommateur potentiel, et c'est à lui que revient la lourde responsabilité de transformer l'indifférence en curiosité. Hopkins comparait souvent le titre à la vitrine d'un magasin. Une vitrine bien pensée attire le regard, incite à entrer, tandis qu'une vitrine banale ou confuse laisse le passant poursuivre sa route sans un coup d'œil. Mais ce qui distingue Claude C. Hopkins des publicitaires ordinaires, c'est sa conviction que l'efficacité d'un titre ne repose pas sur la fantaisie ou l'imagination débridée. Au contraire, il considérait que l'art du titre repose sur des principes scientifiques et mesurables.
Pour lui, la publicité est une science, et chaque mot doit être choisi comme un chimiste choisirait ses ingrédients. Un titre n'est pas une improvisation brillante jaillie de l'esprit d'un créatif, mais le résultat d'une réflexion rigoureuse, nourrie d'études, d'expérimentation et d'analyse. Hopkins insistait sur le fait qu'un bon titre n'est pas nécessairement original au sens littéraire, mais il est pertinent, clair et immédiatement compréhensible. Dans son approche, le titre n'est pas une œuvre d'art, mais un outil, une clé qui ouvre la porte de l'attention. La puissance d'un titre vient d'abord de sa capacité à refléter un avantage concret pour celui qui le lit. Hopkins savait que les individus, qu'ils vivent au début du XXe siècle ou à l'ère moderne, sont guidés par des motivations simples, améliorer leur vie, réduire leurs problèmes, augmenter leur confort, leur richesse, leur santé, leur beauté ou leur bonheur. Ainsi, un titre efficace est celui qui exprime sans détour le bénéfice que le lecteur retirera de l'annonce. Il ne s'agit pas de faire de l'esprit ou d'éblouir par des jeux de mots complexes, mais de dire clairement « Voici ce que vous allez gagner en lisant ce qui suit ». Un titre centré sur le lecteur, sur ses désirs et ses besoins, capte bien plus d'attention qu'un titre qui met en avant l'entreprise ou qui se perd dans des formulations vagues. Hopkins savait que la première question que se pose toute personne est « Qu'est-ce que cela m'apporte ?» Et un bon titre y répond immédiatement. C'est pour cette raison que Claude C. Hopkins recommandait souvent de tester différents titres pour une même annonce. Il affirmait que le même texte, associé à 2 titres différents, pouvait connaître des résultats radicalement opposés. Dans ses expériences, il avait observé que changer quelques mots dans le titre pouvait multiplier par 5 ou 10 le nombre de réponses. Cela prouve à quel point cet élément est déterminant. Ainsi, il encourageait les publicitaires à ne jamais se contenter du premier titre venu, mais à en rédiger plusieurs variantes, à les confronter à l'épreuve des faits et à choisir celui qui suscitait le plus de réactions mesurables. Pour Hopkins, l'efficacité publicitaire ne se prouvait pas dans les salons, mais dans le terrain, dans les chiffres, dans la réalité concrète des ventes et des réponses des consommateurs. Un autre principe que Claude C. Hopkins soulignait était la clarté. Trop souvent, disait-il, des titres sont écrits pour impressionner les pairs du publicitaire plutôt que pour convaincre le consommateur. Or, une publicité ne s'adresse pas à des professionnels de la communication, mais à des individus ordinaires, avec leur langage quotidien, leurs préoccupations simples et leurs attentes directes. Un bon titre est donc celui qui peut être compris instantanément, sans effort, par la personne moyenne. Si un titre demande réflexion, s'il oblige à relire pour en saisir le sens, il a déjà échoué. L'efficacité réside dans la simplicité et la transparence. Les mots doivent être familiers, immédiats et ne laisser aucune ambiguïté quant au sujet de l'annonce. Hopkins insistait également sur l'importance de la spécificité. Un titre vague comme « Le meilleur savon du monde » a peu d'impact car il ressemble à toutes les autres exagérations publicitaires. En revanche, un titre qui contient un détail précis, une promesse concrète, a beaucoup plus de chances d'éveiller l'attention. Par exemple, « Ce savon garde votre peau douce pendant 24 heures » a bien plus de force, car il donne une information mesurable et tangible. Les titres qui mentionnent un chiffre, une statistique, une méthode particulière ou un avantage distinctif ont souvent une efficacité supérieure, car ils rassurent et intriguent à la fois. Pour Hopkins, la précision était le signe de l'authenticité et de la crédibilité. Un autre aspect fondamental de la pensée de Claude C. Hopkins concernant les titres est leur dimension psychologique. Il avait compris que certains mots ont le pouvoir d'éveiller immédiatement l'intérêt, car ils touchent des émotions universelles. Des termes comme gratuit, nouveau, secret, facile, rapide exercent une attraction particulière, car ils correspondent à des désirs profondément ancrés chez l'être humain. Hopkins n'encourageait pas pour autant à abuser de ces mots de manière artificielle, mais il savait qu'un titre qui résonne avec les attentes psychologiques naturelles du lecteur a beaucoup plus de chances de capter son attention. Ce qui rend la réflexion de Claude C. Hopkins si actuelle, même un siècle plus tard, c'est sa conviction que les règles de l'attention humaine n'ont pas changé. Les technologies évoluent, les supports se multiplient, mais l'esprit humain reste sensible aux mêmes leviers. La promesse claire d'un avantage, la curiosité éveillée par un détail intrigant,
la sécurité transmise par une information précise et l'émotion déclenchée par certains mots-clés. De la presse écrite de son époque aux réseaux sociaux d'aujourd'hui, les titres continuent de jouer le même rôle décisif. Un article en ligne, une vidéo, une publicité télévisée, tous doivent franchir la même barrière initiale. Attirer l'attention dans un océan de distractions. Il est intéressant de noter que Hopkins comparait parfois l'importance du titre à celle d'une poignée de main dans une rencontre d'affaires. La première impression est déterminante et elle influence toute la suite de la relation. De même, un titre donne le ton de ce qui va suivre, et s'il est faible, tout le reste risque de ne jamais être découvert. En revanche, un titre fort peut compenser un texte moyen, car il incite au moins le lecteur à s'arrêter et à écouter. Pour cette raison, Hopkins consacrait souvent plus de temps et d'efforts à la recherche du bon titre qu'à l'écriture du corps de l'annonce. En fin de compte, l'enseignement de Claude C. Hopkins sur la valeur d'un titre accrocheur est un appel à la rigueur et à l'humilité. La publicité n'est pas une affaire de hasard ou de talent poétique, mais une discipline où chaque mot doit être testé, pesé et optimisé. Les titres sont les gardiens de l'attention et leur efficacité repose sur des principes clairs, la clarté, la spécificité, la promesse d'un avantage concret, l'appel à la psychologie humaine et l'expérimentation constante. Ceux qui négligent cette vérité se condamnent à gaspiller leurs efforts et leur budget, car une annonce ignorée est une annonce morte. Hopkins a laissé en héritage une maxime que tout publicitaire devrait graver dans sa mémoire. Le titre fait 80% du travail. Ce chiffre n'est pas une formule exagérée, mais une observation empirique issue de centaines de campagnes testées et mesurées. Il nous rappelle que, dans un monde saturé d'informations, la bataille de l'attention se gagne ou se perd en quelques mots. C'est pourquoi tout créateur de contenu, tout entrepreneur, tout communicateur doit se souvenir de cette leçon et accorder au titre l'importance qu'il mérite. Ce n'est pas une option mais une nécessité vitale. Chapitre 4. Les promesses et la crédibilité. Dans l'univers de la publicité, peu de notions sont aussi fondamentales que celle de la promesse. Une annonce repose toujours sur une promesse faite au lecteur, à l'acheteur potentiel, la promesse que le produit ou le service va améliorer sa vie, résoudre son problème, combler son désir ou répondre à son besoin. Claude C. Hopkins, pionnier et maître incontesté de la publicité scientifique, avait compris dès le début du XXe siècle que tout message publicitaire repose sur ce principe de base. Mais il avait aussi identifié une vérité trop souvent oubliée par les publicitaires. Une promesse ne vaut rien si elle n'est pas crédible. La crédibilité est l'élément qui transforme une simple déclaration en engagement et qui permet au consommateur de passer de la curiosité à la confiance, puis de la confiance à l'action. C'est là que réside la différence entre une publicité persuasive et une publicité vaine. Hopkins rappelait sans relâche que le public n'est pas naïf. Les hommes et les femmes qui lisent une annonce ne vivent pas dans un monde d'illusions. Ils ont l'habitude d'être sollicités, de recevoir des messages plus ou moins extravagants, et ils ont développé une méfiance naturelle vis-à-vis des promesses trop belles pour être vraies. Le consommateur, disait Hopkins, n'est pas un enfant qu'on peut tromper indéfiniment. Il est un adulte avec de l'expérience, des attentes et une capacité à juger. Si une promesse dépasse ce que l'on peut raisonnablement croire, elle n'éveillera pas l'intérêt, mais le rejet. Ce qui est perçu comme une exagération devient immédiatement suspect et finit par ruiner non seulement l'annonce en question, mais aussi la réputation de l'entreprise derrière elle. Pour Hopkins, chaque exagération était un suicide publicitaire, car elle détruisait le capital le plus précieux de toute entreprise, la confiance. Il insistait donc sur le fait que toute promesse doit être claire, précise et crédible. Une promesse claire parce que le lecteur doit immédiatement comprendre ce qu'il va obtenir. La confusion est l'ennemi mortel de la publicité. Un consommateur qui ne comprend pas ce qu'on lui promet n'a aucune raison de poursuivre sa lecture. Une promesse précise parce qu'un détail concret inspire davantage confiance qu'une affirmation vague. Dire que notre produit améliore la santé ne vaut pas grand-chose comparé à ce produit soulage vos maux de tête en 15 minutes. La précision donne un sentiment de sérieux et de véracité. Enfin, une promesse crédible parce qu'il est inutile de promettre la lune si l'on n'a pas les moyens de la livrer.
Le public, même s'il est avide d'amélioration, n'est pas prêt à croire à des miracles. Ce qui paraît trop beau pour être vrai le sera probablement et l'acheteur potentiel détournera son regard. Claude C. Hopkins avait une expérience pratique qui l'avait amené à comprendre cette vérité. Lorsqu'il rédigeait des annonces, il testait systématiquement l'impact des promesses. Il avait remarqué que les promesses modestes mais crédibles obtenaient souvent de meilleurs résultats que les promesses grandioses et irréalistes. En promettant simplement ce que le produit pouvait réellement accomplir et en le prouvant par des faits, des démonstrations ou des témoignages, il gagnait la confiance du lecteur. Et cette confiance se traduisait par des ventes. À l'inverse, les publicitaires qui cherchaient à attirer l'attention par des promesses extravagantes voyaient leurs campagnes échouer, car le public ne les croyait pas. Hopkins disait souvent que la publicité ne consiste pas à inventer des merveilles, mais à exposer de manière convaincante et honnête les avantages réels d'un produit. Ce souci de crédibilité ne concernait pas uniquement le texte de la promesse, mais toute la présentation de l'annonce. Le ton, le style, le choix des mots contribuaient à inspirer ou à miner la confiance. Hopkins rejetait les superlatifs excessifs, les adjectifs pompeux, les affirmations vagues. Il encourageait au contraire l'usage d'un langage simple, direct, dépouillé de toute prétention. Une publicité devait parler comme une conversation honnête entre deux personnes, et non comme une proclamation théâtrale. De la même manière, il recommandait de fournir des preuves à l'appui des promesses, des chiffres, des faits vérifiables, des études, des témoignages réels. Une promesse appuyée par une preuve devient un engagement solide. Une promesse sans preuve reste une simple parole, et dans un monde saturé de paroles, seule la preuve distingue la crédibilité du doute. La logique de Hopkins était profondément enracinée dans la psychologie humaine. Les individus sont sensibles à la promesse d'un bénéfice, mais ils sont encore plus sensibles à la peur d'être trompés. Une annonce qui suscite l'espoir, mais qui résonne comme une exagération active immédiatement la méfiance. En revanche, une annonce qui semble sincère, raisonnable et étayée par des faits apaise cette peur et ouvre la voie à la confiance. La confiance est l'émotion décisive qui déclenche l'achat, et elle ne peut naître que d'une promesse crédible. Hopkins savait que le consommateur préfère une petite promesse tenue à une grande promesse trahie. Le respect de cette règle simple était pour lui le fondement de la publicité efficace et durable. Il est intéressant de constater que ce principe s'applique bien au-delà de la publicité. Dans toutes les relations humaines, la crédibilité est un capital qu'on ne peut pas trahir impunément. Une promesse non tenue détruit la réputation de celui qui l'a faite. Dans le commerce comme dans la vie quotidienne, la confiance est lente à bâtir, mais rapide à détruire. Hopkins avait compris que les entreprises ne pouvaient pas se permettre de jouer avec ce capital. Une campagne publicitaire mensongère ou exagérée pouvait peut-être générer des ventes à court terme, mais elle finissait toujours par ruiner la marque à long terme. En revanche, une communication honnête et crédible construisait un patrimoine durable de confiance et de loyauté. C'est pourquoi Claude C. Hopkins voyait la publicité non pas comme une arme ponctuelle, mais comme une relation continue entre une entreprise et son public. Chaque annonce, chaque titre, chaque promesse contribuait à renforcer ou à affaiblir ce lien. Faire des promesses crédibles, c'était investir dans l'avenir. Mentir ou exagérer, c'était hypothéquer l'avenir au profit d'un gain immédiat illusoire. Hopkins croyait profondément que la publicité devait être au service de la vérité, parce que seule la vérité a la force de durer. À travers ses nombreuses campagnes, il démontra qu'un produit honnête n'avait pas besoin d'exagération pour se vendre. Il suffisait d'exposer ses avantages réels avec clarté, précision et conviction. Si un produit soulageait une douleur, il fallait dire exactement quelle douleur et en combien de temps. Si un service faisait gagner du temps, il fallait préciser combien de minutes ou d'heures. Si un article était moins cher, il fallait indiquer combien l'acheteur allait économiser. C'est dans cette transparence que résidait la puissance persuasive. La promesse devenait alors non seulement crédible, mais irrésistible. Hopkins a laissé une leçon universelle qui traverse les époques. La publicité n'est pas une question de tromperie, mais une question de communication honnête et efficace. Les promesses doivent être l'expression fidèle de ce qu'un produit peut réellement offrir. Elles doivent être conçues comme des engagements que l'entreprise est prête à honorer.
Une promesse tenue devient une preuve vivante qui nourrit la réputation et attire de nouveaux clients par le bouche à oreille. Chaque promesse crédible réalisée crée un cercle vertueux de confiance et de succès. En fin de compte, le véritable génie de Claude C. Hopkins fut de replacer la promesse publicitaire dans le domaine de l'éthique et de la responsabilité. Il savait que la publicité pouvait être un outil puissant de persuasion, mais il refusait d'en faire une arme de manipulation trompeuse. Pour lui, la crédibilité n'était pas une contrainte, mais une force. Elle transformait la publicité en une discipline noble, fondée sur la vérité et sur la volonté sincère de servir le consommateur. C'est ce respect de la crédibilité qui a fait de ces campagnes des modèles encore étudiés aujourd'hui. Ainsi, toute personne qui se lance dans l'art difficile de la communication devrait méditer cette leçon. Promettre, c'est s'engager. Et dans la publicité comme dans la vie, ce ne sont pas les promesses les plus brillantes qui séduisent durablement, mais les promesses tenues, claires, précises et crédibles. C'est sur ce terrain solide que se construit la confiance, et c'est sur cette confiance que repose le succès à long terme. Chapitre 5. Tester, comparer et améliorer en continu. La publicité, lorsqu'elle est comprise selon les principes rigoureux de Claude C. Hopkins, ne peut jamais se résumer à une intuition ou à une simple inspiration passagère. Elle est une science exacte, guidée par des faits mesurables et des expériences concrètes. Le cinquième enseignement fondamental que Hopkins transmet à travers son œuvre repose sur cette idée essentielle. Chaque annonce publicitaire doit être considérée comme une expérience scientifique. Une annonce n'est pas un objet figé, elle n'est pas une vérité définitive qui fonctionne par magie. C'est une hypothèse mise à l'épreuve du marché, et seule la réaction réelle du public permet de confirmer ou d'infirmer sa valeur. C'est précisément dans ce processus de test, de comparaison et d'amélioration continue que réside la véritable puissance de la publicité scientifique. Lorsque Claude C. Hopkins affirme que la publicité est une science, il ne se contente pas d'énoncer un slogan. Il impose une méthodologie de travail. Pour lui, une campagne ne peut jamais être considérée comme parfaite dès sa création. Même une idée brillante, portée par un texte inspirant et un visuel séduisant, doit être vérifiée par les chiffres. Les résultats obtenus sur le terrain sont la seule preuve tangible de son efficacité. L'expérience réelle des consommateurs, traduite en vente, en réponse et en engagement, est ce qui transforme une hypothèse en certitude. Sans cette confrontation directe avec la réalité, la publicité reste une illusion séduisante mais inutile. Ainsi, chaque annonce doit être testée comme un produit en laboratoire. On ne se contente pas d'imaginer qu'elle plaira, on observe concrètement si elle atteint l'effet désiré. Si elle échoue, elle doit être corrigée ou remplacée. Si elle réussit, elle doit encore être comparée à d'autres versions afin de déterminer laquelle produit les meilleurs résultats. Ce principe, qui peut sembler évident aujourd'hui dans l'ère du marketing numérique avec ses outils de suivi précis, était révolutionnaire à l'époque de Hopkins. Il exigeait de remettre en question les certitudes, de renoncer à la complaisance et d'adopter une discipline que peu de publicitaires étaient prêts à suivre. Pour Hopkins, la publicité ne devait jamais être considérée comme une œuvre d'art destinée à impressionner par sa beauté. Elle devait être jugée uniquement par son efficacité. Et cette efficacité ne pouvait être mesurée que par les chiffres. Combien de personnes ont répondu à l'annonce, combien de ventes ont été réalisées, combien de clients sont revenus après leur première expérience. Chaque campagne devient ainsi un test grandeur nature, et la mission du publicitaire est de collecter et d'analyser ces résultats avec précision. Un test réussi n'est pas une fin en soi, c'est une étape vers une optimisation constante, car il existe toujours une manière de faire mieux. Le rôle du test dans la publicité est comparable au rôle de l'expérimentation dans la science. Un scientifique ne se contente jamais d'une seule observation pour établir une loi. Il répète l'expérience, varie les conditions, confronte les hypothèses et ne valide ses conclusions qu'après avoir accumulé des preuves solides. De la même manière, Claude C. Hopkins invite les annonceurs à tester leur campagne encore et encore, à comparer différentes approches, à affiner les messages et à chercher en permanence la formule la plus performante. Cette démarche transforme la publicité en une discipline rigoureuse, où l'opinion personnelle du créatif n'a plus de valeur face aux preuves objectives fournies par le marché.
Il faut comprendre que dans la vision de Hopkins, tester ne signifie pas seulement essayer une annonce une fois pour voir si elle fonctionne. Cela signifie organiser un processus continu de comparaison. Chaque nouvelle campagne doit être confrontée à une autre. Un titre peut être testé contre un autre titre, une image contre une autre image, une promesse contre une autre promesse. Ce qui importe, ce n'est pas de défendre une idée parce qu'elle paraît séduisante, mais de découvrir, par la confrontation directe, laquelle produit le plus de résultats. Le public devient alors l'arbitre ultime, et ses réactions sont la seule mesure de vérité. L'intérêt de cette démarche est qu'elle permet d'apprendre en permanence. Chaque test, même lorsqu'il échoue, fournit une information précieuse. Un échec révèle ce qui ne fonctionne pas et permet de comprendre un peu mieux ce que les consommateurs attendent réellement. Une réussite, de son côté, ne doit pas conduire à l'autosatisfaction mais à une question nouvelle. Peut-on encore améliorer ce résultat? Peut-on trouver une formulation encore plus percutante, une promesse encore plus crédible, une offre encore plus attractive? C'est ce cycle d'essais et d'erreurs, de réussite et de correction qui construit une véritable expertise publicitaire. Pour illustrer ce principe, Claude C. Hopkins aimait rappeler des exemples concrets de campagnes où une petite variation avait changé radicalement les résultats. Un titre légèrement modifié, une phrase déplacée, une promesse formulée différemment, pouvait parfois multiplier l'efficacité par 2, 3, voire 10. Ces différences, imperceptibles pour un œil non entraîné, démontraient que la publicité n'était pas un domaine approximatif, mais une science où chaque détail comptait. Le test était l'instrument qui permettait de mesurer l'impact réel de ces détails et de séparer ce qui plaisait à l'annonceur de ce qui touchait véritablement le consommateur. Dans ce processus, il ne faut jamais craindre de remettre en cause ses propres créations. Le publicitaire qui refuse de tester son travail et de le comparer à d'autres versions se prive de la possibilité de progresser. Il reste enfermé dans ses propres certitudes et limite ses résultats à une zone de confort trompeuse. Claude C. Hopkins, au contraire, encourage à l'humilité et à la rigueur. Chaque annonce, aussi réussie soit-elle, n'est qu'une étape vers une meilleure annonce. Chaque succès doit être dépassé par un nouveau succès, et seul le test permet cette progression constante. La publicité doit donc être envisagée comme une discipline dynamique, jamais figée. Une annonce qui fonctionne aujourd'hui peut perdre de son efficacité demain. Les consommateurs évoluent, leurs besoins changent, les contextes sociaux et économiques se transforment. Ce qui séduisait hier peut sembler banal ou dépassé demain. C'est pourquoi la comparaison et l'amélioration doivent être permanentes. Une marque qui cesse de tester ses campagnes risque de se retrouver rapidement en décalage avec son public et de perdre l'avantage qu'elle avait acquis. Ce principe d'expérimentation continue a également un autre avantage essentiel. Il permet de réduire considérablement les risques. Plutôt que d'investir des sommes considérables dans une campagne dont on ignore les résultats, il est toujours préférable de commencer par des tests limités. Une petite annonce publiée dans un journal ou envoyée par courrier à un segment réduit de clients permet déjà de mesurer l'efficacité du message. Si les résultats sont convaincants, la campagne peut être étendue à plus grande échelle avec une certitude bien plus grande de réussite. Si elle échoue, les pertes sont minimes et les enseignements acquis permettent d'éviter des erreurs coûteuses. Cette approche scientifique transforme la publicité en un investissement maîtrisé plutôt qu'en un pari risqué. Claude C. Hopkins insiste également sur le fait que cette démarche ne doit pas être ponctuelle mais permanente. Même lorsqu'une campagne semble fonctionner parfaitement, il faut continuer à comparer, à essayer d'autres variantes, à chercher la formule qui donnera un rendement encore supérieur. C'est cette quête de perfectionnement qui distingue la publicité scientifique de la publicité artistique. L'artiste considère son œuvre comme achevée une fois qu'elle est créée. Le scientifique, au contraire, sait qu'une œuvre n'est jamais définitive tant qu'il existe une possibilité d'amélioration. Le publicitaire doit adopter ce même état d'esprit. Il est aussi important de comprendre que cette méthode ne se limite pas au texte ou au visuel d'une annonce. Elle s'applique à tous les aspects de la communication. Le choix du support, la fréquence de diffusion, la manière de présenter une offre, la formulation d'un appel à l'action, le moment précis où une campagne est lancée.
Chacun de ces éléments peut être testé, comparé et optimisé. Ce n'est qu'en examinant l'ensemble du processus publicitaire sous l'angle du test permanent que l'on parvient à obtenir des résultats exceptionnels. Le travail du publicitaire devient alors semblable à celui d'un chercheur qui accumule des données, les analyse, en tire des conclusions et améliore sans cesse sa méthode. Les résultats ne sont pas immédiats, mais ils s'accumulent dans le temps pour former une connaissance solide et une expertise incontestable. Chaque campagne testée enrichit la compréhension du marché, révèle un peu plus les mécanismes psychologiques des consommateurs et permet de bâtir une stratégie de plus en plus efficace. Ainsi, le principe que Claude C. Hopkins défend avec tant de force est un appel à la discipline et à la patience. La publicité scientifique ne cherche pas le coup d'éclat immédiat, elle construit un succès durable fondé sur l'apprentissage continu. Celui qui adopte cette méthode peut être sûr de progresser jour après jour, campagne après campagne, et de bâtir une relation solide avec son public. Tester, comparer et améliorer en continu n'est pas seulement une technique, c'est une philosophie de travail, une manière de concevoir la publicité comme une quête permanente d'excellence. En résumé, la leçon essentielle de ce 5e chapitre est claire. La publicité ne doit jamais être figée ni prise pour acquise. Chaque annonce est une hypothèse qui doit être validée par le marché. Chaque résultat, qu'il soit positif ou négatif, doit être analysé et utilisé pour progresser. Chaque succès doit être comparé à d'autres tentatives pour découvrir s'il existe une manière encore meilleure de toucher le public. C'est en adoptant cette démarche scientifique, rigoureuse et humble que l'on transforme la publicité en une force véritablement puissante, capable de produire des résultats mesurables et durables. Chapitre 6. L'importance des preuves et témoignages. La publicité, lorsqu'elle prétend convaincre, se heurte toujours à la même barrière, la méfiance naturelle de l'être humain. L'histoire entière du commerce et du marketing montre que l'acheteur potentiel doute par défaut. Il doute de l'honnêteté du vendeur, il doute de la valeur du produit, il doute de la réalité des promesses qui lui sont faites. Cette méfiance est profondément ancrée dans l'esprit humain parce qu'elle est le résultat d'expériences passées, de déceptions vécues, de tromperies observées et de la conscience aiguë que beaucoup de discours séduisants ne sont en réalité que des illusions. Face à cette résistance psychologique, Claude C. Hopkins enseigne que la publicité doit impérativement apporter des preuves concrètes et visibles de ce qu'elle avance. Sans preuve, une promesse reste un mot vide. Avec une preuve, elle devient une affirmation crédible et persuasive. Hopkins, qui était l'un des plus grands observateurs du comportement humain appliqué à la publicité, insiste sur le fait que l'annonceur doit toujours se mettre à la place du client. Si l'on vous fait une promesse grandiose sans aucun élément pour la confirmer, quelle est votre réaction instinctive? Vous haussez les épaules, vous passez à autre chose, ou pire, vous considérez que l'annonceur est malhonnête. Mais si l'on vous présente un témoignage vérifiable, une expérience vécue par d'autres personnes comme vous, un échantillon que vous pouvez toucher ou tester, ou une garantie qui vous assure que vous ne risquez rien, alors votre attitude change immédiatement. La méfiance se dissipe, l'attention s'accroît et l'intérêt devient réel. Voilà pourquoi dans la logique de Hopkins, la publicité efficace doit toujours s'appuyer sur des preuves tangibles. Le témoignage client est sans doute l'un des outils les plus puissants à la disposition d'un publicitaire. Un client satisfait qui raconte son expérience représente une forme de validation que l'annonceur ne peut pas fabriquer de toutes pièces. Contrairement au discours officiel de la marque, qui est perçu comme intéressé et orienté, le témoignage d'un utilisateur réel est perçu comme sincère et désintéressé. L'homme ordinaire accorde une valeur immense à la parole de ses semblables. Si des personnes comme lui ont essayé le produit et en parlent positivement, alors il est beaucoup plus enclin à croire que ce produit lui apportera aussi satisfaction. Claude C. Hopkins savait utiliser cet élément avec une précision remarquable. Dans ses campagnes, il intégrait des témoignages soigneusement sélectionnés, mais présentés de manière simple, directe et authentique, sans embellissement inutile. Il savait que la crédibilité d'un témoignage vient justement de sa simplicité et de sa spontanéité apparente. Mais au-delà du témoignage verbal, il existe un autre type de preuve qui, selon Hopkins, est encore plus décisif. L'échantillon gratuit.
Rien ne vaut l'expérience directe. On peut promettre 1000 merveilles dans une publicité, mais aucun mot, aussi bien choisi soit-il, ne pourra rivaliser avec la possibilité pour le consommateur d'essayer par lui-même. L'échantillon est la forme la plus concrète de preuve. Il supprime le doute parce qu'il met l'acheteur potentiel dans une situation de témoin direct. Il ne lit plus une promesse, il expérimente une réalité. Pour cette raison, Hopkins a toujours encouragé les annonceurs à distribuer des échantillons, même si cela représentait un investissement conséquent. Ce coût était, selon lui, l'un des plus rentables, car un échantillon bien placé pouvait transformer un prospect sceptique en client convaincu. La logique derrière cette stratégie est simple, on ne demande pas à quelqu'un de croire sur parole, on lui donne la possibilité de vérifier. Et lorsqu'il a vérifié, il devient lui-même un vecteur de preuve pour son entourage. Un client qui a essayé et apprécié un produit devient à son tour un témoin dont le témoignage a plus de poids que n'importe quelle annonce. C'est ainsi que l'utilisation des échantillons gratuits ne produit pas seulement un effet direct sur l'individu qui les reçoit, mais crée aussi un cercle d'influence plus large qui profite à la marque. Hopkins savait parfaitement que la meilleure publicité n'est pas celle qui parle le plus fort, mais celle qui est validée par des expériences concrètes que les consommateurs eux-mêmes relaient. Un autre élément capital que Claude C. Hopkins mettait en avant est la notion de garantie. Le consommateur a peur de perdre, peur d'être trompé, peur de regretter son achat. En proposant une garantie claire, simple et honnête, l'annonceur réduit cette peur et renforce la confiance. La garantie agit comme une assurance psychologique. Elle dit au consommateur « Nous avons tellement confiance en notre produit que nous prenons le risque à votre place. Si vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez rien à perdre. » Ce simple mécanisme psychologique déplace la charge du risque de l'acheteur vers le vendeur. Et lorsque le risque disparaît, la décision d'achat devient beaucoup plus facile. Hopkins a démontré à travers ses campagnes que des garanties bien formulées pouvaient doubler ou tripler les résultats d'une annonce. Elles ne coûtent presque rien si le produit est réellement de qualité, car peu de clients utiliseront la garantie, mais elles rapportent énormément en termes de confiance et de conversion. Il faut bien comprendre que la publicité à l'époque de Hopkins comme aujourd'hui n'opère pas dans un vide parfait. Elle s'adresse à un public bombardé de messages concurrents, habitué à des promesses souvent exagérées, parfois mensongères. Dans cet environnement saturé, la simple promesse, même habilement formulée, risque de se perdre dans le bruit ambiant. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à prouver ce qu'on avance. C'est pourquoi Hopkins insistait toujours sur le fait que la publicité devait se rapprocher d'un argumentaire logique et vérifiable, plutôt que d'un spectacle de créativité. L'annonceur qui apporte des preuves se distingue immédiatement de la masse de ceux qui ne vendent que des illusions. La force des preuves et des témoignages ne réside pas seulement dans leur capacité à convaincre les sceptiques, mais aussi dans leur faculté à transformer une promesse vague en une réalité tangible. Dire que son produit est efficace, tout le monde peut le faire. Montrer qu'il a réellement aidé 1 millier de personnes ordinaires, fournir des lettres de clients satisfaits, offrir la possibilité de tester soi-même et garantir le remboursement en cas d'insatisfaction. Voilà ce qui fait basculer l'opinion publique. Dans cette logique, la publicité devient presque une simple mise en lumière d'une vérité déjà existante. Elle n'a plus besoin d'exagérer ou de séduire artificiellement car les preuves parlent d'elles-mêmes. Claude C. Hopkins comprenait également que la crédibilité ne se construit pas uniquement avec des mots mais avec des faits observables. Lorsqu'une publicité intègre des chiffres précis, des résultats vérifiés, des noms de clients réels ou d'institutions qui valident le produit, elle gagne une solidité que rien ne peut égaler. Le lecteur, qui est naturellement sceptique, se sent rassuré en voyant des éléments concrets. La précision inspire confiance. Une promesse vague suscite toujours le doute, mais une affirmation soutenue par des preuves mesurables désarme la méfiance. Un autre aspect que Hopkins souligne est la nécessité d'éviter les exagérations inutiles. La preuve doit être simple, honnête et claire. Trop de publicitaires, dans leur désir de convaincre, tombent dans l'excès et compromettent la crédibilité de leur message. Un témoignage trop enthousiaste paraît suspect. Une promesse trop spectaculaire devient invraisemblable.
Au contraire, un témoignage modeste, réaliste, précis dans les détails, inspire davantage confiance. De même, une garantie exagérée ou compliquée peut éveiller la suspicion, alors qu'une garantie simple et directe rassure immédiatement. La force de la preuve vient de sa sobriété et de son authenticité, non de son excès. Il faut ajouter que Hopkins considérait ces preuves non pas comme des accessoires optionnels, mais comme le cœur même de la publicité. Une annonce sans preuve n'a pas de fondement solide. Elle repose uniquement sur la crédulité ou la naïveté de son lecteur, et ses qualités sont rares et fragiles. Une annonce avec preuve, au contraire, construit une relation de confiance durable. Le consommateur ne se sent pas manipulé mais informé, il n'a pas l'impression de prendre un risque, il se sent en sécurité, et c'est cette sécurité qui transforme l'intérêt en décision d'achat. La répétition des preuves, leur mise en avant régulière, leur variété, créent une accumulation d'éléments qui rendent la méfiance de plus en plus difficile à maintenir. Une personne peut douter d'un témoignage isolé, mais elle aura plus de mal à douter de 100 témoignages concordants. Elle peut mettre en question une promesse, mais elle sera désarmée face à la possibilité de tester par elle-même. Elle peut craindre un risque, mais elle sera rassurée par une garantie claire. Ce faisceau de preuves construit une barrière contre le scepticisme et rend l'adhésion presque inévitable. Dans son approche, Claude C. Hopkins ne cherchait jamais à manipuler mais à démontrer. Il savait que la publicité durable repose sur la vérité et sur sa capacité à être prouvée. Tromper un client peut rapporter un gain immédiat, mais cela détruit toute possibilité de relation future. Convaincre un client avec des preuves sincères, au contraire, crée une fidélité à long terme. Le consommateur satisfait devient lui-même un témoin, un ambassadeur spontané qui propage la réputation du produit bien au-delà de la portée initiale de l'annonce. C'est en cela que l'importance des preuves et des témoignages dépasse largement la simple efficacité immédiate d'une campagne. Elle touche à la réputation même de la marque. Une entreprise qui s'appuie sur des preuves solides et qui honore ses garanties construit une image de fiabilité. Cette réputation devient l'un de ses atouts les plus précieux, car elle se traduit en confiance collective. Et la confiance collective est ce qu'il y a de plus difficile à acquérir, mais aussi de plus durable, une fois qu'elle est établie. En définitive, le 6e enseignement de Claude C. Hopkins nous rappelle que la publicité, pour être véritablement persuasive, ne doit pas demander au consommateur de croire, mais lui donner les moyens de savoir. Les preuves, les témoignages, les échantillons gratuits et les garanties ne sont pas de simples ornements, mais le socle même de la persuasion. Ils transforment les promesses en réalité vérifiée, les doutes en certitude et les hésitations en décisions d'achat. Celui qui applique ce principe ne se contente pas de séduire momentanément un public distrait. Il construit une confiance profonde qui assure la réussite à long terme. Chapitre 7. Parler de bénéfices, pas de caractéristiques. Dans l'univers de la publicité, l'une des erreurs les plus répandues est de croire que l'acheteur s'intéresse au produit lui-même. Beaucoup d'annonceurs tombent dans le piège de détailler les caractéristiques techniques, de vanter la composition, les matériaux, le processus de fabrication, ou encore les performances mesurées d'un objet. Ils pensent que plus ils en disent sur la nature du produit, plus ils impressionneront le consommateur. Pourtant, comme l'a expliqué Claude C. Hopkins avec une clarté implacable, l'acheteur ne se soucie pas réellement de ces éléments. Ce qui l'intéresse profondément, ce ne sont pas les caractéristiques, mais les bénéfices qu'il va retirer. L'acheteur n'achète pas un objet, il achète une transformation dans sa vie, une solution à un problème, une amélioration de son confort ou de sa situation. Hopkins insistait sur ce point capital. Le consommateur n'achète pas une machine à laver pour posséder une machine, il l'achète pour avoir du linge propre plus facilement. Il n'achète pas une automobile pour admirer les pièces mécaniques, il l'achète pour se déplacer plus vite, plus loin, avec plus de liberté. Il n'achète pas un dentifrice pour apprécier sa formule chimique, il l'achète pour avoir des dents blanches, un sourire confiant, une haleine fraîche qui favorise les relations sociales. Autrement dit, derrière chaque produit se cache un bénéfice qui touche directement la vie de celui qui l'utilise. C'est ce bénéfice qu'il faut mettre en avant, car c'est lui qui déclenche l'acte d'achat.
Claude C. Hopkins a montré à travers ses campagnes que les publicités qui s'attardaient sur les caractéristiques techniques suscitaient peu de réponses, tandis que celles qui se concentraient sur les bénéfices obtenaient un impact massif. La raison est simple. L'être humain est naturellement centré sur lui-même, sur ses désirs, ses besoins, ses peurs, ses aspirations. Quand il lit une publicité, il ne se demande pas « qu'est-ce que ce produit est ?», mais plutôt « qu'est-ce que ce produit va faire pour moi ?» La différence entre ces deux approches est énorme. La première crée de l'indifférence, la seconde suscite un intérêt immédiat. Prenons l'exemple des savons qu'Hopkins a souvent utilisés dans ses publicités. Si un annonceur se contente de dire que le savon est fabriqué avec un mélange particulier d'huiles et de composants, le consommateur n'est pas impressionné, car il n'a aucune compétence pour juger si cette formule est meilleure qu'une autre. Mais si on lui dit que ce savon rend la peau douce, prévient les irritations et donne une sensation de fraîcheur durable, alors le message le touche directement. Le bénéfice est clair, personnel et désirable. Le consommateur se projette dans l'expérience et imagine déjà les résultats. Voilà ce qui crée l'envie et déclenche l'achat. Hopkins allait plus loin en expliquant que chaque caractéristique pouvait et devait être traduite en bénéfices concrets. L'erreur des publicitaires est de s'arrêter à la description. La vraie science de la publicité consiste à faire le pont entre la caractéristique et l'avantage réel qu'elle apporte à l'utilisateur. Si un produit est fabriqué avec des matériaux solides, il faut traduire cela en bénéfices. Cela dure plus longtemps, vous économisez de l'argent car vous n'avez pas besoin d'en racheter. Si un produit utilise une technologie nouvelle, le bénéfice n'est pas la technologie en soi, mais ce qu'elle permet. Vous gagnez du temps, vous réduisez vos efforts, vous améliorez votre confort. Chaque élément technique ne prend de valeur qu'à travers l'effet concret qu'il génère dans la vie du client. Il faut bien comprendre que l'acheteur n'est pas un expert technique. Dans la majorité des cas, il ne comprend pas le langage complexe des caractéristiques. Il n'a pas le temps ni l'envie de se plonger dans des détails. Ce qu'il veut, c'est une réponse claire et immédiate à la question. Qu'est-ce que j'y gagne ? Hopkins conseillait donc aux publicitaires de toujours reformuler leurs arguments de manière à répondre à cette interrogation centrale. Quand une annonce parle directement au désir de l'acheteur, elle capte son attention. Quand elle s'enferme dans une description froide et abstraite, elle échoue à susciter une émotion. Un autre point fondamental que Claude C. Hopkins soulignait est la dimension émotionnelle des bénéfices. Les caractéristiques appartiennent au domaine rationnel, tandis que les bénéfices touchent le domaine émotionnel. Or, dans la décision d'achat, l'émotion joue un rôle décisif. On peut accumuler des arguments techniques, mais ce qui pousse véritablement à acheter, c'est l'image que l'on se fait de soi-même après l'acquisition du produit. L'homme achète une montre de luxe, non pas pour la précision de son mécanisme, mais pour le sentiment de prestige et de réussite qu'elle lui procure. Il achète des vêtements élégants non pas pour la qualité exacte des fibres, mais pour l'image qu'il projette aux autres et la confiance qu'il ressent. L'art du publicitaire consiste à identifier ces bénéfices émotionnels et à les mettre en avant avec clarté. Hopkins observait également que les bénéfices doivent être concrets et palpables. Dire à un client qu'un produit est le meilleur ou révolutionnaire n'a aucun sens. Ce sont des mots vagues qui n'éveillent pas de confiance. Il faut lui montrer ce que ce produit change dans son quotidien. Si un aliment est plus nutritif, on doit dire qu'il donne plus d'énergie pour travailler toute la journée sans fatigue. Si une crème protège la peau, on doit montrer qu'elle évite les rougeurs et vous permet de sortir avec assurance. Chaque bénéfice doit être présenté comme une solution directe à un besoin ou à un problème concret du consommateur. Un aspect intéressant de la pensée de Hopkins est qu'il ne rejetait pas complètement les caractéristiques. Pour lui, elles avaient une utilité, mais uniquement en tant que support pour prouver la validité d'un bénéfice. Par exemple, si l'on dit qu'une voiture est équipée d'un moteur puissant, ce n'est pas la puissance qui importe en elle-même, mais la conséquence. Vous pouvez voyager plus loin sans effort, gravir les côtes sans peine, dépasser en toute sécurité. La caractéristique devient un élément de preuve qui rend le bénéfice crédible. Mais elle ne doit jamais être l'élément central du discours publicitaire. Ce qui compte, c'est toujours l'avantage que l'utilisateur retirera.
Il est également essentiel de noter que les bénéfices doivent être adaptés au public visé. Le même produit peut avoir plusieurs bénéfices, mais selon la cible, certains seront plus pertinents que d'autres. Hopkins recommandait d'étudier attentivement les besoins de l'audience afin de mettre en avant les bénéfices les plus susceptibles de la séduire. Par exemple, un aspirateur peut être vendu en insistant sur la propreté impeccable de la maison pour séduire les ménagères soucieuses de l'hygiène ou en insistant sur le gain de temps pour séduire les familles pressées. Le produit est le même, mais le bénéfice mis en avant change selon le désir dominant du public. Cette approche centrée sur les bénéfices rapproche la publicité de l'art de la persuasion humaine. Quand on parle à quelqu'un dans la vie réelle, on ne le convainc pas en lui énumérant des détails techniques, mais en lui montrant ce qu'il a à gagner personnellement. Hopkins, avec son expérience, savait que l'efficacité d'un message publicitaire dépend de sa capacité à se connecter directement au moi profond du consommateur. Une publicité qui parle de bénéfices lui parle de lui-même, et c'est pour cette raison qu'elle attire et convainc. La grande leçon de ce chapitre est donc que le succès publicitaire repose sur la compréhension intime de cette vérité. L'acheteur est centré sur ses propres besoins et désirs. Il ne veut pas savoir ce que le produit est, mais ce qu'il fait. Il ne veut pas entendre parler de caractéristiques abstraites, mais de résultats concrets. Il ne veut pas admirer l'objet. Il veut imaginer la transformation qu'il va vivre grâce à cet objet. Celui qui comprend cela et qui construit son message autour de bénéfices tangibles et émotionnellement puissants détient la clé de la persuasion. Claude C. Hopkins, en martelant cette idée, a transformé la pratique de la publicité. Il a appris aux annonceurs à se détacher de leur perspective interne, trop souvent centrée sur leurs produits, pour adopter la perspective du consommateur, centrée sur son intérêt. C'est un renversement radical qui explique pourquoi ces campagnes ont obtenu des résultats spectaculaires. Car au fond, la publicité n'est pas l'art de parler d'un produit, mais l'art de parler au client. Et parler au client signifie lui montrer ce qu'il gagne, ce qu'il améliore, ce qu'il résout, ce qu'il ressentira. Voilà la véritable science des bénéfices qui transcende les simples caractéristiques. Chapitre 8. L'investissement intelligent en publicité. Claude C. Hopkins rappelle avec insistance que la publicité ne doit jamais être considérée comme une dépense hasardeuse ou comme une tentative artistique où l'on jette de l'argent en espérant un retour incertain. Pour lui, chaque somme investie doit être perçue comme un capital placé dans une machine mesurable et productive, capable de générer des résultats précis. C'est là que réside toute la différence entre les publicitaires amateurs et les véritables stratèges. Les premiers gaspillent leur budget en campagnes approximatives, les seconds transforment chaque franc en un levier puissant de croissance et de prospérité. La vision de Claude C. Hopkins est claire. La publicité est un investissement au même titre que l'achat d'une machine dans une usine, l'acquisition d'un terrain agricole fertile ou la construction d'un immeuble destiné à générer des loyers. Dans chacun de ces cas, le capital engagé doit produire un rendement supérieur à la mise initiale. De la même manière, une annonce, une campagne ou une stratégie publicitaire doit être pensée comme une machine à multiplier l'argent. Lorsqu'une entreprise place 10 000 francs dans une annonce, son objectif doit être de récupérer au minimum le double ou le triple. Sinon, l'opération n'a aucun sens. Mais Hopkins insiste sur une condition essentielle. Cet investissement ne peut être intelligent que s'il est guidé par des faits, par des mesures et par des résultats concrets. Trop de sociétés, explique-t-il, tombent dans le piège d'écouter des agences qui parlent de prestige, de créativité ou de visibilité, sans jamais mettre en place de système précis de suivi des retombées. Or, la publicité qui ne rapporte pas directement en vente, en clients ou en bénéfices tangibles n'est qu'une illusion coûteuse. C'est pourquoi pour Hopkins, chaque campagne doit être suivie d'un contrôle minutieux. Combien de prospects atteints? Combien de réponses obtenues? Combien de ventes réalisées? Quel est le coût de chaque client gagné? Seule cette comptabilité rigoureuse permet de juger si l'argent investi est réellement productif. Il raconte que de nombreuses entreprises, séduites par de belles créations publicitaires, avaient tendance à placer leur argent dans de grandes campagnes prestigieuses diffusées dans des journaux ou à la radio, sans jamais mesurer l'efficacité de ces investissements. Elles se contentaient de dire que la marque gagnait en image.
Mais Hopkins rejette radicalement ce raisonnement. Une publicité qui ne rapporte pas directement des ventes est une publicité inutile, aussi belle ou flatteuse soit-elle. Pour lui, une entreprise doit considérer chaque franc comme un soldat envoyé sur le champ de bataille. Soit il revient avec un prisonnier, c'est-à-dire un client, soit il est perdu et ne doit plus être envoyé dans cette direction. L'investissement intelligent, selon Hopkins, consiste donc à allouer progressivement des budgets aux campagnes qui ont fait leurs preuves, et à réduire, voire à éliminer totalement, celles qui ne produisent pas de résultats. C'est une logique de bon sens, mais qui était à son époque révolutionnaire. Là où beaucoup de publicitaires se concentraient sur l'image, lui parlaient de rendement, de retour sur investissement, de tests permanents. Ce qui distingue le scientifique du rêveur, c'est précisément cette discipline. De plus, Claude C. Hopkins met en garde contre l'orgueil ou l'entêtement de certaines entreprises. Il explique qu'il est dangereux de continuer à investir dans une campagne simplement parce qu'on l'aime, parce qu'elle semble créative ou parce qu'elle flatte l'ego de ses dirigeants. L'argent ne doit jamais être dicté par l'émotion. Il doit suivre une seule logique, la rentabilité. Une publicité qui ne rapporte pas doit être abandonnée immédiatement, peu importe le talent de celui qui l'a créée. En revanche, même une annonce simple, banale, sans éclat particulier, mais qui génère des ventes mesurables, mérite d'être reproduite et renforcée. L'investissement intelligent repose aussi sur l'idée de commencer petit avant de voir grand. Hopkins conseille toujours de tester une annonce sur un échantillon limité, dans un journal régional par exemple, avant de l'étendre à l'échelle nationale. Si la publicité échoue à petit budget, elle échouera à grande échelle. Mais si elle réussit sur un petit territoire, alors il devient pertinent d'y investir massivement en multipliant la portée et en augmentant les dépenses. De cette manière, chaque franc supplémentaire est engagé avec une quasi-certitude de rendement. C'est une règle fondamentale. Ne jamais élargir avant d'avoir prouvé l'efficacité à petite échelle. Un autre point essentiel est la vigilance face à la tentation de diversifier les messages et de diluer les efforts. Hopkins recommande de concentrer les investissements sur ce qui fonctionne, sans chercher à multiplier inutilement les axes de communication. Il est bien plus rentable de perfectionner une seule campagne efficace que de disperser les budgets sur plusieurs campagnes médiocres. L'intelligence de l'investissement en publicité réside donc dans la concentration, la précision et la répétition des succès déjà démontrés. Il donne aussi une leçon qui reste d'une actualité saisissante. Dans la publicité comme dans la finance, il existe des modes et des tendances qui séduisent les entreprises naïves. À son époque, certains journaux vendaient leurs pages au nom de la notoriété ou de la présence dans l'esprit du public. Aujourd'hui, cela se traduit par des campagnes digitales visant uniquement les likes, les vues ou les partages, sans conversion réelle en vente. Hopkins aurait critiqué avec la même force ces illusions modernes, rappelant que l'argent doit être jugé sur des résultats tangibles, jamais sur des indicateurs de vanité. Enfin, il souligne une vérité fondamentale. L'investissement en publicité est une école de patience et de persévérance. Les résultats ne sont pas toujours instantanés. Une campagne peut nécessiter plusieurs ajustements avant d'atteindre son efficacité maximale. Mais une fois qu'un mécanisme est trouvé, il devient une source de revenus quasi automatique. Ainsi, la publicité cesse d'être une dépense incertaine pour se transformer en un actif fiable et durable, capable de soutenir l'expansion de toute entreprise. En conclusion de ce chapitre, Claude C. Hopkins nous enseigne que l'investissement intelligent en publicité n'est ni un art hasardeux ni une dépense de prestige. C'est une discipline rigoureuse guidée par la mesure, le test et la rentabilité. Chaque franc investi doit être considéré comme une graine qui doit donner un fruit. Celui qui comprend cela transforme sa publicité en une véritable science de l'enrichissement. Celui qui l'ignore se condamne à gaspiller son argent dans des rêves vains. Chapitre 9. La publicité comme une vente démultipliée. Claude C. Hopkins répète avec une conviction inébranlable une idée simple mais révolutionnaire. La publicité n'est rien d'autre qu'un vendeur démultiplié. Elle n'est pas un art décoratif destiné à embellir des pages de journaux ou à impressionner par sa créativité, mais une voix imprimée, répétée et amplifiée qui s'adresse simultanément à des milliers, parfois des millions de personnes.
Pour lui, chaque annonce est un vendeur silencieux. Mais un vendeur qui a la possibilité de parler à une foule immense sans jamais se fatiguer, sans jamais perdre patience, et qui répète inlassablement le même discours, mot pour mot, à quiconque se donne la peine de l'écouter. Cette comparaison entre publicité et vente directe n'est pas une simple métaphore. Elle est, pour Hopkins, le cœur même de la publicité scientifique. Si l'on comprend que chaque annonce est en réalité un représentant de commerce imprimé, alors il devient évident que les règles qui font réussir un bon vendeur en face à face doivent également gouverner la création d'une annonce efficace. Un vendeur médiocre, qui parle trop, qui ne sait pas écouter, qui ennuie ou qui promet plus qu'il ne peut tenir, échoue. De la même manière, une publicité construite sur ces mêmes travers sera inefficace et ruinera son budget. À l'inverse, un vendeur habile, clair, sincère et persuasif obtient des résultats durables. L'annonce qui suit ces mêmes principes devient un outil redoutablement puissant, capable de convaincre à grande échelle. Hopkins invite alors à imaginer un bon vendeur, assis en face de son prospect. Que fait-il? Il ne commence pas par des discours vagues, ni par des plaisanteries inutiles, ni par des phrases creuses. Il capte immédiatement l'attention en mettant en avant l'intérêt direct du client. Il dit, par exemple, « Voici un produit qui peut vous faire gagner du temps chaque jour » ou « Voici une solution qui réduira vos dépenses de moitié ». Dès les premières secondes, il s'adresse à un besoin concret. De la même façon, la publicité doit immédiatement mettre en avant ce que le produit apporte, sans détour, sans fioriture. Le titre d'une annonce, selon Hopkins, est précisément ce premier contact, ce moment où le vendeur doit accrocher le regard et susciter l'intérêt. Le vendeur habile, poursuit Hopkins, ne se contente pas d'attirer l'attention. Il s'efforce de convaincre par des arguments concrets, des démonstrations, des preuves. S'il vend un aspirateur, il ne parle pas seulement de sa puissance, il en fait la démonstration sous les yeux du client en aspirant la poussière. S'il vend un savon, il montre la différence entre une main lavée avec ce savon et une autre avec un savon ordinaire. C'est exactement ce que doit faire une publicité, donner des preuves tangibles, présenter des témoignages, apporter des faits vérifiables. Une annonce sans preuve est une promesse creuse, et une promesse creuse ne suscite que la méfiance. De plus, Hopkins souligne que le bon vendeur connaît son prospect, il adapte son discours à la personne qu'il a en face de lui. Il sait écouter ses besoins, il répond à ses objections, il parle un langage familier et compréhensible. Dans une publicité, il n'y a pas la possibilité d'écouter directement le lecteur, mais il existe une équivalence. Étudier en profondeur le consommateur, comprendre ses désirs, ses habitudes, ses freins. Une annonce réussie doit donner l'impression qu'elle parle directement à chaque individu, comme une lettre personnelle qui semble écrite pour lui seul. Plus elle paraît intime et adaptée, plus elle a de chances de convaincre. C'est pourquoi Hopkins rejette les publicités vagues et impersonnelles qui s'adressent au public de manière générale. Il considère qu'elles ne touchent personne précisément. Une annonce qui s'adresse à tous perd en force et en pertinence. Au contraire, une publicité qui s'adresse à une personne en particulier, qui parle de ses problèmes spécifiques et propose une solution claire, a infiniment plus de valeur. Un vendeur qui parle à un client en face à face ne s'exprime pas dans un langage abstrait. Il ne dit pas « nos produits sont de haute qualité ». Il dit « voici pourquoi ce produit résout votre problème, voici ce que vous allez gagner, voici ce que vous allez éviter comme perte ». La publicité doit emprunter la même voie. Hopkins insiste aussi sur un autre point capital. Un bon vendeur sait conclure. Il ne se contente pas de présenter son produit et d'attendre que le client décide. Il guide la décision. Il pousse doucement mais fermement à l'action. Il propose un essai, il invite à signer une commande, il met en avant une offre limitée dans le temps. De la même façon, une publicité doit toujours comporter un appel à l'action clair et direct. Elle ne doit pas se limiter à informer, mais à provoquer un mouvement. Écrivez-nous dès aujourd'hui, commandez dès maintenant, profitez de cette réduction en remplissant ce coupon. Sans cet appel à l'action, une annonce reste incomplète, comme un vendeur qui aurait présenté son produit sans jamais demander au client de passer commande. Ce parallèle entre publicité et vente permet aussi de comprendre pourquoi Hopkins accorde une telle importance aux tests et aux comparaisons.
Un vendeur expérimenté ajuste son discours en fonction des réactions de ses prospects. Il découvre que certaines phrases provoquent l'intérêt tandis que d'autres suscitent l'indifférence. Peu à peu, il affine sa méthode, garde ce qui fonctionne, élimine ce qui échoue. La publicité doit faire de même, en testant différents titres, différentes approches, différentes offres, jusqu'à trouver la combinaison la plus persuasive. Une annonce n'est jamais figée, elle évolue comme un vendeur qui apprend de chaque entretien. L'image du vendeur démultiplié permet également de saisir la puissance extraordinaire de la publicité moderne. Là où un vendeur ne peut rencontrer que quelques clients par jour, une annonce dans un grand journal peut toucher des centaines de milliers de lecteurs en une seule parution. Là où un représentant doit répéter inlassablement son discours, l'annonce imprimée le fait automatiquement, sans se fatiguer. Ainsi, la publicité n'est pas seulement un vendeur, elle est un vendeur qui parle à des foules entières, à une échelle inatteignable pour un être humain seul. Mais avec cette puissance vient aussi une immense responsabilité. Le message doit être encore plus précis, encore plus solide, car une erreur ou une exagération ne touche pas une personne, mais des milliers. Hopkins insiste sur le fait que chaque mot compte. Tout comme un vendeur choisit ses phrases avec soin pour convaincre, chaque ligne d'une publicité doit être pesée, chaque terme vérifié. L'exagération, le mensonge ou même une promesse trop vague peuvent détruire la confiance et ruiner l'efficacité. Une seule erreur imprimée peut coûter des milliers de francs en perte de crédibilité. C'est pourquoi la rigueur est indispensable. Une annonce doit être rédigée avec la même prudence et la même sincérité qu'un discours de vendeur sérieux. Enfin, il rappelle que la publicité, comme la vente, repose sur la confiance. Un client n'achète que lorsqu'il croit à la parole du vendeur. Il ne s'agit pas seulement de séduire, mais d'inspirer une confiance durable. La publicité doit toujours chercher à construire cette relation de fiabilité. Elle ne doit pas viser un gain rapide au détriment de la réputation. Car, comme un vendeur qui trahit une fois la confiance de son client ne pourra plus jamais la regagner, une marque qui abuse de ses consommateurs perd à jamais son crédit. En conclusion de ce chapitre, Claude C. Hopkins élève la publicité au rang d'une véritable science de la vente démultipliée. Chaque annonce est un vendeur imprimé qui répète inlassablement son discours à des foules immenses. Pour réussir, elle doit suivre les mêmes règles qu'un bon vendeur. Accrocher immédiatement, parler davantage concret, apporter des preuves, s'adresser directement à l'individu, conclure par un appel à l'action et toujours rester sincère et crédible. Celui qui comprend cette équivalence entre publicité et vente dispose d'une arme commerciale sans égale, capable de transformer une simple feuille imprimée en une machine à convaincre, à fidéliser et à prospérer. Chapitre 10. Le pouvoir des mots simples et directs. Claude C. Hopkins a toujours défendu une idée simple. La véritable force de la publicité ne réside pas dans des phrases compliquées, ni dans des démonstrations pompeuses, mais dans la capacité d'exprimer clairement, directement et simplement, ce que le produit apporte dans la vie de celui qui le découvre. Trop souvent, les publicitaires de son époque croyaient qu'il fallait impressionner avec des mots savants, des formules recherchées et un langage sophistiqué pour séduire un public. Mais Hopkins démontre par ses expériences que plus le message est limpide, plus il frappe, plus il convainc, et plus il reste gravé dans la mémoire. Il ne s'agit pas de jouer avec des artifices littéraires, mais de parler la langue du client, une langue qu'il comprend instantanément et qui résonne avec ses besoins, ses désirs et ses aspirations. Il expliquait que dans la publicité, comme dans une conversation en face à face, il ne sert à rien de parler d'une manière qui impose une distance. Quand un vendeur s'adresse à un client, il cherche à créer une connexion humaine. Il utilise des mots accessibles, des phrases simples, un vocabulaire qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. De la même manière, une publicité doit être écrite comme une lettre adressée directement à une seule personne, en utilisant des mots clairs et sans détour. Ce n'est pas le rôle d'une annonce de montrer l'érudition de celui qui l'a écrite, mais de mettre en avant la valeur du produit et de convaincre le lecteur que ce produit répondra à un besoin précis dans sa vie. Hopkins insistait aussi sur la puissance des slogans courts. Les grandes marques qui ont marqué l'histoire ne l'ont pas fait grâce à des descriptions interminables, mais grâce à quelques mots simples qui résumaient une promesse essentielle.
Ces slogans n'étaient pas poétiques, ils n'étaient pas recherchés, mais ils allaient droit au but. Leur force venait du fait qu'ils pouvaient être compris par n'importe qui, quel que soit son âge, son niveau d'éducation ou sa culture. Des mots simples et directs ont une portée universelle. Ils ne divisent pas, ils rassemblent, ils deviennent des repères, des vérités évidentes que chacun peut retenir et répéter sans effort. En étudiant les réactions du public, Hopkins avait observé que les annonces compliquées ne provoquaient pas d'action. Les gens les lisaient parfois avec intérêt, mais passaient ensuite à autre chose sans acheter, car le message ne laissait pas une impression assez claire pour déclencher une décision. En revanche, une phrase courte, directe, précise, avait le pouvoir de pousser immédiatement à agir. Tout l'art de la publicité scientifique reposait donc sur ce principe. Éliminer le superflu, concentrer l'attention sur l'essentiel et ne dire que ce qui est absolument nécessaire pour convaincre. La simplicité n'est pas synonyme de faiblesse, mais de puissance maîtrisée. Si Hopkins mettait tant d'importance sur la simplicité, c'est parce qu'il voyait la publicité comme une science exacte et non comme une œuvre artistique. Dans une œuvre d'art, l'artiste peut laisser de la place à l'interprétation, aux émotions multiples, à la beauté formelle. Mais dans une annonce, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Le but est unique, vendre. Et pour vendre, il faut que le message soit compris sans effort, sans équivoque, immédiatement. Une publicité compliquée est une publicité qui échoue, car si le lecteur doit réfléchir pour comprendre, il passe son chemin. Dans un monde saturé de messages, l'attention est rare et précieuse. Celui qui veut convaincre doit frapper vite et fort, et cela passe toujours par la simplicité. La simplicité ne signifie pas pauvreté du contenu. Hopkins rappelait qu'il est possible de dire des vérités profondes avec des mots simples. Il est possible de présenter une offre complexe avec une clarté qui la rend accessible à tous. Le génie n'est pas dans la sophistication, mais dans la capacité de rendre compréhensible ce qui pourrait paraître obscur. En cela, Hopkins voyait la publicité comme une mission pédagogique. L'annonceur est comme un professeur qui explique une vérité à son élève. Si le professeur utilise un langage compliqué, l'élève n'apprend rien. Mais si le professeur simplifie sans déformer, alors le savoir passe, l'élève comprend, et il agit en conséquence. La publicité suit la même logique. Elle éduque le client sur la valeur d'un produit et l'amène à décider par lui-même de l'adopter. En réfléchissant à l'ensemble de ces enseignements, on comprend que tout ce que Hopkins a cherché à démontrer au fil de ses expériences repose sur ce socle de clarté et d'honnêteté. Tout au long de ses campagnes, il a montré que les résultats les plus durables venaient non pas des grandes idées spectaculaires, mais des principes simples appliqués avec rigueur. Mesurer, tester, comparer, observer, corriger, recommencer. La publicité devient alors un processus vivant, toujours en mouvement, qui s'améliore sans cesse. Et dans ce processus, les mots simples tiennent une place centrale, car ce sont eux qui assurent la connexion directe entre l'annonceur et le consommateur. La conclusion que Hopkins tire de toute une vie consacrée à la publicité est claire. La publicité scientifique n'est pas un jeu de hasard. Elle n'est pas non plus un art réservé à quelques génies créatifs. Elle est une discipline rigoureuse, méthodique, où chaque décision doit être appuyée par des faits et par des résultats mesurables. Celui qui applique ces règles transforme la publicité en une machine précise capable de générer des ventes, de bâtir des fortunes et de faire grandir des entreprises. Celui qui les ignore se condamne à perdre de l'argent dans des campagnes stériles, à courir derrière des illusions et à se tromper sans jamais savoir pourquoi. Ce que Hopkins nous lègue à travers son ouvrage, c'est une vision de la publicité comme un outil démocratique. Car si la publicité repose sur des règles scientifiques et non sur des inspirations mystérieuses, alors n'importe qui peut les apprendre, les appliquer et réussir. On n'a pas besoin d'un talent particulier, on a besoin d'une discipline et d'une volonté d'expérimenter. En ce sens, la publicité scientifique est une école de rigueur et d'humilité. Elle apprend à écouter le public plutôt qu'à imposer ses propres idées. Elle apprend à corriger ses erreurs plutôt qu'à s'obstiner. Elle apprend à rechercher la vérité des chiffres plutôt que la flatterie des applaudissements. La grande leçon de Claude C. Hopkins est que la publicité bien faite n'est jamais une dépense mais un investissement.
Chaque mot bien choisi, chaque annonce bien conçue, chaque test bien conduit peut rapporter des milliers, parfois des millions. Mais cela ne se produit pas par magie. Cela se produit parce que l'annonceur a respecté les lois immuables de cette science, observé, mesuré, simplifié et parlé vrai. Celui qui applique ces lois peut transformer un produit inconnu en un succès mondial. Celui qui les ignore peut ruiner le meilleur des produits par une mauvaise communication. La publicité scientifique n'est donc pas seulement un manuel de marketing, c'est une philosophie de vie et d'action. Elle nous rappelle que la réussite ne repose jamais sur des coups de chance, mais sur la capacité à comprendre la réalité et à agir en conséquence. Elle nous enseigne que l'honnêteté et la simplicité ne sont pas des faiblesses, mais les armes les plus puissantes dans un monde où la confiance est rare. Elle nous pousse à respecter le public, à le considérer comme un partenaire intelligent et non comme une masse naïve à manipuler. En refermant ce voyage à travers les enseignements de Claude C. Hopkins, on comprend mieux pourquoi son livre reste encore aujourd'hui une référence incontournable. Dans un monde où les canaux de communication se sont multipliés, où les technologies évoluent sans cesse, où les messages publicitaires envahissent chaque instant de nos vies, les principes de Hopkins n'ont pas pris une ride. Plus que jamais, la simplicité, la mesure, la rigueur et l'honnêteté sont des boussoles indispensables pour naviguer dans l'océan de la communication moderne. Ceux qui les ignorent se noient dans le bruit. Ceux qui les appliquent trouvent leur chemin vers le succès. La véritable conclusion de Scientific Advertising est que la publicité n'est pas seulement une question de vendre un produit, mais une question de construire une relation durable avec le public. Et cette relation repose toujours sur les mêmes fondations, clarté, sincérité et discipline. Si vous êtes capable de respecter ces fondations, alors la publicité devient non pas une dépense, mais un levier de croissance illimité. Elle devient une machine à créer de la valeur, à bâtir des marques solides et à transformer des idées en réalité tangible. Hopkins nous laisse donc un héritage qui dépasse largement son époque. Il nous montre que la publicité, loin d'être un jeu superficiel, est une science humaine, une manière de comprendre les autres et de leur parler avec justesse. Et c'est peut-être pour cela que son livre continue d'inspirer des générations d'entrepreneurs, de marketeurs et de créateurs. Parce qu'il ne s'adresse pas seulement à l'intelligence du lecteur, mais aussi à son bon sens. La simplicité est la marque des choses vraies. Dans la publicité comme dans la vie, ce qui est simple touche plus fort, reste plus longtemps et agit plus vite. Ce que Claude C. Hopkins nous apprend finalement, c'est que la vérité la plus puissante est souvent la plus simple. Et quiconque comprend cela détient déjà la clé de la réussite, non seulement dans la publicité, mais dans toute entreprise humaine. Merci d'avoir suivi ce résumé jusqu'au bout. Si vous aimez découvrir des idées puissantes et rares qui peuvent transformer votre vie et votre business, abonnez-vous à notre chaîne Les Rares Livres pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec au moins un entrepreneur autour de vous pour lui faire découvrir les secrets de la publicité scientifique et booster ses projets. Continuez le voyage avec nous et ensemble, explorons toujours plus de livres rares et inspirants.